Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité. Fermeture des écoles. Yavuz Selim, parent d'élèves et direction du groupe internationalise le combat et dénonce une forfaiture de l'État du Sénégal. L'avenir de plusieurs dizaines d'enfants est en jeu. L'ouverture des classes, c'est dans quelques jours, mais tous les ingrédients sont réunis pour une année scolaire mouvementée. Les syndicats menacent l'État sans mur dans le silence. Les parents, eux, s'inquiètent. Et puis, reportage à suivre sur l'encombrement à Dakar, malgré les nombreuses opérations de déguerpissement. Véhicules en stationnement et ateliers de mécaniciens occupent les trottoirs. Conséquence, il est quasi impossible de circuler dans certains quartiers de la capitale. Également au menu, la page internationale et la africaine. Merci de vous joindre à nos fermetures des écoles. Yavuz Selim par l'État du Sénégal. La direction du groupe scolaire n'entend pas baisser les bras. Elle promet de faire face. Les avocats commis par le groupe parlent de forfaiture et annoncent la saisine des institutions internationales. Ils étaient en conférence de presse ce lundi. Voici Maître Moussa Sarr au micro de Rokhandong. C'est une décision unique, injuste et scandaleuse, parce qu'elle ne repose sur aucun fondement légal d'un État qui se prétend étant de droit. On ne peut pas, sur le prétexte de deux arrêtés concernant une association dénommée Bashkent Légitime, n'est-ce pas, venir violer la propriété d'une société qui s'appelle Yavuz Selim. Par conséquent, on ne peut pas venir aujourd'hui bloquer l'entrée de notre établissement, empêcher les parents d'élèves d'y accéder, empêcher aux élèves de poursuivre leur cours. Mais on va continuer à nous défendre. Depuis ce matin, les parents d'élèves sont là, n'est-ce pas? Nous continuerons à nous battre jusqu'au triomphe du droit. Donc nous allons mener ce combat sur le plan judiciaire, localement, et au besoin, nous allons saisir également les institutions internationales qui s'occupent de la protection des investissements. Et je profite également sur une question. Le ministre a souligné hier que Yavuz Selim SA ne peut pas faire fonctionner les écoles. C'est une grosse erreur. Mieux c'est fait sciemment, d'ailleurs, c'est juste pour essayer de manipuler l'opinion publique. Il faut que l'État respecte le droit. Et nous allons continuer ce combat pour le triomphe du droit. L'école ouvre ses portes dans quelques jours. Seulement, l'année scolaire risque de connaître de nombreuses perturbations. C'est du moins la conviction du secrétaire général du CEMS, mais les avis divergent du côté des populations, notamment en ce qui concerne le respect des engagements pris par le gouvernement. C'est un reportage de Mamou Gassama. L'année scolaire 2017-2018 s'annonce mouvementée. À l'origine, certains syndicalistes qui prennent ces menaces, notamment le SAEMS qui exige de l'État la revue à la hausse des indemnités de logement. Si le gouvernement n'est pas prêt à faire un geste pour les enseignants, pas un geste, mais de discuter réellement avec les enseignants pour qu'on corrige ce qui mérite de l'être, mais nous allons déposer un préavis de grève et une fois que le préavis expire, mais nous allons en grève. Je dis que si cette question n'est pas réglée, que personne ne puisse s'attendre à une année apaisée. Il faudrait que le gouvernement nous prouve qu'il a la volonté de régler les préoccupations légitimes des enseignants. Outre le syndicaliste, cet étudiant dit tenir l'État pour principal responsable de toute perturbation. Personnellement, je vais pointer le doigt à l'État du Sénégal. Comme c'est l'État qui s'est engagé, donc il n'a qu'à respecter son engagement vis-à-vis aux professeurs. S'ils ont le même diplôme et puis ils sont sortis de l'université. De ce fait, c'est tout à fait normal à ce qu'il y ait la même indemnité de logement qu'un professeur vis-à-vis un magistrat qui ont le même niveau. Cependant, les avis diffèrent sur la question, en attestent ces parents d'élèves. On ne peut pas tous avoir les mêmes avantages. Les enseignants, eux, ils ont leur indemnité de vacances, ils ont leur indemnité de logement comme tout autre bon fonctionnaire. Mais s'ils veulent s'aligner au niveau par rapport aux autres corps de métier qui sont au Sénégal, je pense que ça pose problème. Les parents d'élèves payent cher pour les études des enfants. Et s'ils perturbent,
Ce n'est pas, ils ne font que ils ne cherchent que leurs propres intérêts. Ils ne cherchent pas les intérêts des enfants et des parents d'élèves. Je pointe du doigt les enseignants parce que je pense quand même qu'ils doivent se contenter du peu qu'ils ont. Pour une année scolaire apaisée, la majeure partie des populations demande au gouvernement de respecter ses engagements et sollicite les enseignants de ne pas sacrifier les élèves. Mamou Gassama Agathe, dans le département de Bambey, les habitants ont collecté des fonds pour construire des salles de classe au lycée du village. Ils interpellent par ailleurs les autorités pour doter cet établissement d'équipements et renforcer le personnel. Les détails avec Mamadou Martarsar. À quelques semaines de l'ouverture des classes, les populations de Gat ont mobilisé leurs propres fonds pour construire des salles de classe au lycée de la localité constituées d'abris provisoires. Modou Ndao est le chargé en communication de Gat Bokk Xalaat. On avait lancé un slogan, une personne, un sac de ciment, pour entamer donc les travaux. Monsieur le Président de la République Macky Sall au niveau du lycée de Gat. Parce que vous savez que le lycée également, l'éducation étant une priorité, le lycée de Gat également, qui comptait pas mal d'abris provisoires, il fallait donc essayer donc tenter au niveau du groupe Gat Bokk Xalaat de réduire ces problèmes-là pour permettre aux élèves de travailler dans de bonnes conditions. Ce qui nous a permis aujourd'hui donc, devant les autorités administratives et autorités locales, de poser la première pierre donc pour la construction de ces salles de classe au niveau du CM ex-lycée du lycée ex-CM2 de Gat. Un geste salué par les responsables de l'établissement de Gat. C'est un geste salutaire parce que je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, parce que véritablement c'est un groupe qui a compris quelque part que l'État ne peut pas tout faire, donc ils doivent contribuer au développement de leur localité. Et je veux que l'exemple du groupe Gat Bokk Xalaat fasse tache d'huile au niveau de tout le Sénégal. Ces parents d'élèves et autres éducateurs de Gat demandent par la même occasion un équipement pour le lycée et le renforcement du personnel. L'équipement également, nous lançons un appel à toutes les autorités, que ce soit les autorités administratives, que ce soit les autorités académiques. Donc nous leur demandons à ce qu'ils nous viennent en aide, en appui pour qu'au moins on puisse doter ces salles de classe-là de tables-bancs en quantité suffisante. Et vous savez qu'à Gat, depuis 2015, on n'a pas beaucoup de surveillants. On n'a que 2 surveillantes, n'est-ce pas, pour 2 sites, voire l'année prochaine 3 sites. Et je lance un appel à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Nous voulons véritablement l'affectation au niveau du lycée de Gat de surveillants pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce lycée de fonctionner convenablement. Touba Mbacké, Mamadou Martarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, circuler est devenu quasi impossible dans certains quartiers de Dakar. La cause, le stationnement anarchique de véhicules, mais aussi les ateliers de mécaniciens installés jusque sur les trottoirs. Impuissants face à cette situation, les riverains interpellent les autorités dans ce reportage de Abdou Khoudous Diallo. Des véhicules stationnés n'importe comment, jusque sur les trottoirs, des mécaniciens installés dans l'anarchie, même devant les maisons, ce qui n'est pas du goût des habitants. Ils garent leurs voitures de manière anarchique. Et même des fois, c'est ce qui cause les accidents sur la route. Et avec ça, on n'a même pas d'air chez nous. Il faut revoir nos comportements. Et le gouvernement doit prendre des mesures pour mettre fin à cette anarchie. Il faut que nous souvent pointés du doigt, les mécaniciens disent ne pas être responsables de cette situation. Il y a des gens qui confient leur véhicule pour réparation et ils n'ont pas d'argent. Donc ils les gardent ici et ils s'en vont. On n'y peut rien, nous aussi. Nous vivons avec ces problèmes depuis un bon bout de temps. Et chaque jour, ces voitures se garent devant nos maisons. Mais ce n'est pas de notre faute. Ici au Sénégal, nous n'avons même pas d'espace pour faire notre travail. Pour ce citoyen, cela est dû à la cherté de la vie. Il y a des gens qui s'aventurent à se payer des voitures sans être dans les dispositions de se payer du carburant chaque jour. Mais je pense que tout cela est dû à la cherté de la vie. Au quotidien, les Dakarois vivent la même situation dans la plupart des quartiers, un encombrement que l'État peine à régler. Abdou Khoudous Diallo, Dakar est marqué ces temps-ci par une forte canicule.
La chaleur perturbe même les activités de beaucoup de Sénégalais, mais du côté de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, on explique que la même canicule sévit sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de Rokhaya Ndour. Comme un peu partout au Sénégal, Dakar est marqué par une forte chaleur ces derniers jours, une situation gênante pour les citoyens rencontrés. Elle est intense, excessive, mais on essaie de faire aller. On est obligé. Ingénieur prévisionniste Papa Ngor Ndiaye explique les raisons de cette canicule. On voit que pour l'hivernage de cette année, vers la fin du mois de septembre, il n'a pas beaucoup plu. On peut même dire qu'il n'a presque pas plu sur le pays. Et que à pareille période, au mois de septembre ou bien au mois d'octobre, il est assez normal qu'on puisse ressentir la chaleur. Mais il y a un facteur important qui est en jeu, c'est l'humidité. Actuellement, il y a une forte humidité en basse couche et l'humidité a tendance à accentuer l'ascension de chaleur. Il soutient par ailleurs que cela risque de perdurer. Les prévisions nous montrent que cette hausse de température va persister quand même. Elle va persister au moins cette semaine et même en début de semaine prochaine. Donc on risque d'avoir cette ascension de chaleur qui est assez accablante, qui va persister sur une bonne partie du pays. On n'a pas encore déclaré carrément la fin de l'hivernage. Il y a toujours des risques de pluie qui demeurent, ne serait-ce que pour la première moitié du mois d'octobre. Le prévisionniste livre quelques conseils pour faire face à cette chaleur. Il est surtout conseillé donc d'éviter de s'exposer au soleil, donc d'éviter de s'exposer au soleil, de beaucoup s'hydrater, surtout pour les personnes vulnérables, à savoir les enfants, les personnes âgées, et aussi d'éviter les activités physiques en cours de journée. Attendre que le soleil se couche pour pouvoir faire certaines activités physiques. Les rideaux sont tombés sur le pèlerinage de Guédiaga à Malika. La communauté laïenne est certes satisfaite de l'organisation, mais rappelle au chef de l'État ses promesses sur l'extension de la cité religieuse de Malika et la construction d'équipements collectifs. Sidina Banjon Lai, coordonnateur du pèlerinage, est au micro de Théodore Semedo. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on a eu à faire un excellent travail en collaboration avec l'État du Sénégal. Comme vous le savez, nous avions organisé un CLD dernièrement avec le sous-préfet de Niaï. On a proposé un cahier de charge qu'on a remis au préfet de Pikine. Lui aussi, il a organisé son CLD. On a évalué et tous les chefs de service du département étaient présents. Tout le monde a pris ses engagements et alhamdoulilah, aujourd'hui, tout le monde a respecté ses engagements. Sauf peut-être la Géroute qui tarde toujours à satisfaire un peu notre demande, mais j'espère que l'année prochaine, on aura le temps de nous retrouver autour d'une table pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Comme vous le savez, entre Yoff jusqu'à Malika, il y a un trop plein de tous ces villages laïens. Forcément, donc Malika pourrait servir de réceptacle. Donc cette assiette-là de 100 hectares, on a demandé au chef de l'État depuis plus de 5 ans, c'est ça qui a tardé à se réaliser. C'est là où j'ai mis l'accent pour demander à l'autorité de s'adresser, de demander auprès de M. le Président de la République pour mettre cette assiette à notre disposition pour qu'on puisse faire les travaux qu'on a voulu faire à ce niveau-là. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène en Espagne ou au Cameroun, mais nous démarrons par les États-Unis. Le groupe État islamique a revendiqué ce lundi la responsabilité de la fusillade qui a fait au moins 58 morts la nuit dernière à Las Vegas. Le récit est signé Hadi Colonel Gay. Catalogne, après les interventions violentes de la police nationale lors du référendum d'autodétermination, les indépendantistes appellent l'Union européenne à jouer les arbitres. Les séparatistes catalans ont réussi à tenir le référendum jugé illégal par le gouvernement espagnol dans la violence, ce qui a occasionné beaucoup de blessés.
Aux États-Unis, plus de 50 personnes sont tuées dans une fusillade survenue dans la nuit du dimanche au lundi à Las Vegas. Le tireur Stephen Paddock a ouvert le feu depuis le 32e étage d'un hôtel surplombant un concert. Selon l'organisation djihadiste, il s'est suicidé avant l'arrivée de la police. Au Cameroun, les séparatistes anglophones dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays ont proclamé symboliquement l'indépendance de leur zone ce dimanche. Un État appelé Ambazonie, ce qui a éclaté des violences avec comme bilan 7 morts et des dizaines de blessés. Jusqu'à ce lundi matin, la tension n'était pas retombée. Des individus non identifiés ont attaqué un commissariat de police dans la petite ville de Fongo-Tongo située dans la région voisine de l'ouest. C'était la page internationale signée Mam Diara Silla. On en vient à la dernière étape de ce journal, la revue de la presse africaine présentée par Safiatou Sissé. Bonsoir. Démarrons par Jeune Afrique qui annonce 7 morts en marge de la proclamation symbolique d'indépendance au Cameroun anglophone. Nos confrères ajoutent que le scénario de cette indépendance est catégoriquement rejeté par le pouvoir central de Yaoundé qui a déployé d'importantes forces de sécurité ce week-end dans les régions anglophones et notamment à Buea, chef-lieu du sud-ouest, et Bamenda, chef-lieu du nord-ouest. Poursuivant, Jeune Afrique précise que dans cette ville en particulier, plusieurs personnes ont été admises à l'hôpital le 1er octobre après des échauffourées entre police et manifestants. L'une d'entre elles, au moins, a été blessée par balle. IZF, dans sa parution d'aujourd'hui, le site parle de l'héritage en demi-teinte de la première chef d'État africaine. Les femmes politiques du Libéria vouent un respect quasi unanime à la présidente Ellen Johnson Sirleaf qui achève son second mandat dans quelques jours. Mais beaucoup estiment que le plafond de verre fissuré par la première chef d'État africaine est encore loin d'être totalement brisé. À 78 ans, Madame Sirleaf, à qui la Constitution interdit de se représenter à la présidentielle du 10 octobre, peut se targuer d'avoir maintenu une paix fragile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui sortait tout juste d'une terrible guerre civile lorsqu'elle a accédé au pouvoir à la surprise générale en 2005. Mais Maman Hélène, comme elle est surnommée dans son pays, est la première à admettre que ces deux mandats n'ont pas permis d'assurer une représentation paritaire des femmes dans la vie politique du Libéria, ajoutent les journalistes ivoiriens. Au Togo, les Togolais en colère dans la rue cette semaine, annonce issulomé.com. La coalition de l'opposition organise 2 grandes manifestations nationales les 4 et 5 octobre prochains. À Lomé, dans un communiqué rendu public, les organisateurs présentent l'itinéraire de ces 2 jours de marche. Les détails à lire dans le site. Direction Guinée avec africaguinée.com qui informe que Cellou Dalein veut défier Alpha Condé dans la commune de Matoto. La rédaction d'africaguinée.com indique que Cellou Dalein Diallo n'a pas encore fini son bras de fer avec le président Alpha Condé. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée veut encore défier le chef de l'État lors d'une marche à haut risque dans la capitale guinéenne. Selon des informations recueillies par les journalistes guinéens, Cellou Dalein Diallo a promis de mobiliser ses militants le 4 octobre prochain dans la commune de Matoto. La marche se tiendra sur l'autoroute Fidel Castro à partir de la tannerie jusqu'à Bonfi. Du côté des autorités guinéennes, aucune réaction pour l'instant sur l'organisation de cette marche. A rappelé également que tout récemment, 2 jeunes avaient été tués par balle lors d'une manifestation organisée par l'opposition à Conakry. Aucune enquête n'a permis d'identifier les auteurs des tirs qui ont tué ces jeunes. Terminons avec Maluweb. Le site parle d'assaut contre les domiciles d'un riche homme d'affaires. Cette personne arrêtée à Kidal. L'armée française a mené ce dimanche 1er octobre à l'aube un assaut contre 2 domiciles appartenant à Mohamedou Agrissa, riche homme d'affaires à Kidal. Il a été arrêté en même temps que 6 autres personnes et au moins 3 véhicules calcinés. Et ce sera tout pour cette édition du 20h. Merci de nous avoir prêté attention. Votre rendez-vous sportif du lundi, aire de jeu, c'est à 21h avec Nicolas Sonko et Cheikh Tidiane Gomis. Excellente soirée à tous.